À Herculanum, dans le sud de l'Italie, des archéologues font une découverte exceptionnelle. En bordure de la cité antique, un squelette sort de terre. Nous allons faire des analyses génétiques parce que l'ADN peut nous apporter des informations. C'est le premier nouveau corps découvert sur place depuis plus d'un quart de siècle. Et il pourrait nous en apprendre plus sur les derniers instants de la cité et les événements dramatiques qui ont scellé son destin. En 79 de notre ère, le monde romain a été frappé par l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire connue. L'éruption du Vésuve. Elle a dévasté les villes et les villages environnants et les a ensevelis sous la cendre et la roche volcanique. Pompéi, sur la pente sud du volcan, a été détruite. Et elle est célèbre pour ses vestiges et ses corps figés pour l'éternité. Tout près du côté ouest, Herculanum est moins connu. Recouverte par 4 fois plus de débris que Pompéi, elle a été conservée dans un état exceptionnel. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues, de géologues et d'anthropologues médico-légaux cherche des indices sur le destin d'Herculanum et de ses milliers d'habitants pour reconstituer les dernières 24 heures avant l'éruption. Ce site est vraiment à part. C'est un joyau. L'archéologue Andrew Wallace Adrill est venu pour la première fois sur le site à l'adolescence. Sa fascination a été telle qu'il a consacré presque toute sa carrière à la préservation d'Herculanum et de ses trésors. On a mis au jour environ un quart du site d'Herculanum. Il reste encore beaucoup à exhumer. C'est à Herculanum que les archéologues ont trouvé certains des bâtiments romains les mieux préservés. Ce qui intéresse particulièrement Andrew, ce sont les différences entre le sort de la cité et celui de sa voisine, Pompéi. Cet endroit n'est-il pas extraordinaire? Juste au-dessus de nous, on voit le premier étage. C'est quelque chose qu'on n'a qu'à Herculanum. Pompéi a été comme décapité par l'éruption. Il ne reste que les rez-de-chaussée. Mais ici, on peut imaginer toute une vie au-dessus de nos têtes, avec des pièces tout autour. À Herculanum, il y a des dizaines de maisons avec des murs et des étages très bien conservés. Et ce n'est pas tout. Ici, on voit ce qui est forcément une chambre. On sait que c'en est une, parce que pour une fois, on a encore le lit. À Pompéi, il ne reste plus aucun lit. Ils ont disparu parce qu'ils étaient en bois. À Herculanum, le bois a été préservé. La cité est une mine d'or archéologique, notamment grâce à la présence de ce type de vestiges extrêmement rares. On se trouve ici en présence d'un magnifique panneau en bois qui permettait de fermer la pièce. Aujourd'hui, il est protégé par du verre et du métal. Mais à l'intérieur, on voit le panneau coulissant en bois très bien préservé. Le lit et le panneau en bois ont été noircis par l'éruption, mais ils sont intacts. Il y avait sans doute aussi des panneaux en bois à Pompéi, mais ils se sont tous volatilisés. Ici, il reste de nombreux éléments en bois en très bon état. Des poutres, des stores, etc. À Pompéi, à une douzaine de kilomètres, l'éruption a incinéré les objets en bois. Cette différence suggère que l'éruption volcanique n'a pas touché les deux cités de la même manière. Pour comprendre ce qui s'est passé, l'équipe doit poursuivre son enquête sur les événements de cette journée fatidique. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Herculanum, de l'autre côté de la baie de Naples, Jasmine Elmer explore l'ancienne cité romaine de Misène. Elle enquête sur 2 courriers écrits par un homme qui affirme avoir assisté à l'éruption volcanique
en 79 après Jésus-Christ. C'est formidable pour nous d'avoir encore des lettres de ce type. Nous avons très peu de récits de témoins oculaires dans le monde antique, encore moins d'une catastrophe. Il existe plusieurs centaines de courriers rédigés par Pline le Jeune, sénateur et avocat romain. Dans les lettres de Pline, nous avons la description de ce qu'il appelle un cladé, c'est-à-dire une catastrophe, un désastre. Il dit avoir vu un nuage d'une taille et d'une forme inhabituelle. D'après deux de ses lettres, Pline, alors âgé de 17 ans, est à Misène avec sa mère et son oncle, préfet de la flotte locale, appelé Pline l'Ancien, quand tous trois remarquent un nuage noir à l'est. Pline l'Ancien, également écrivain et naturaliste, monte sur les hauteurs pour voir ce qui se passe au loin et voit un panache surgir de la montagne. Il ordonne qu'on prépare une embarcation de la flotte dont il a la charge pour traverser la baie. Avant son départ, il reçoit un message de son ami Rectine, en détresse près du Vésuve, qui lui demande son aide. Il lance alors une opération de sauvetage. Mais c'est Pline le Jeune qui raconte l'anecdote plusieurs décennies plus tard, ce qui amène les experts à remettre en doute l'exactitude de son récit. Le destinataire de ces lettres était l'historien romain Tacite, et on était environ 25 ans après l'événement. Donc certains pourraient en conclure que ça les rend peu fiables, et se demander si on peut croire les souvenirs de Pline. Jasmine étudie ces lettres pour savoir si le récit de Pline le Jeune est fidèle à la réalité de l'éruption. Si sa version est confirmée, cela pourrait aider à mieux comprendre ce qui est arrivé à Herculanum ce jour-là. Jasmine veut suivre les traces de Pline l'Ancien pour voir s'il était possible de lancer une mission de sauvetage dans la baie. En latin, on dit que Pline l'Ancien va in periculum, c'est-à-dire dans la zone de danger. Il se rend à l'endroit que les autres fuient. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Ou Pline le Jeune a-t-il voulu enjoliver le courage de son oncle? Aujourd'hui, les ruines d'Herculanum sont un peu à l'intérieur des terres suite à l'évolution géologique de la région et à la variation du niveau de la mer. Mais il y a 2 millénaires, la cité était sur la côte. Plusieurs corps ont d'ailleurs été découverts sur une ancienne plage. Dans son laboratoire de l'université de Chieti, Luigi Capasso étudie un squelette retrouvé à cet endroit. Tu penses que c'est une partie de la tubérosité? Depuis plus de 20 ans, Luigi travaille aux côtés d'archéologues pour analyser les ossements retrouvés à Herculanum. Il veut reconstituer l'histoire de ceux qui ont péri dans l'éruption. Leurs squelettes pourraient livrer des indices sur les dernières heures de la cité. C'est le dernier. On a terminé. On a le squelette quasi complet d'un homme, d'environ 40-45 ans. Ce squelette présente de nombreuses traces de traumatisme survenus avant la mort. Par exemple, sur le fémur gauche, on voit une blessure antérieure suivie d'une consolidation osseuse. On a aussi des traumatismes au visage. Celui-ci est dû à un impact violent, avec un objet très dur. Ces indices laissent penser que l'homme a mené une vie très violente, ce qui est confirmé par les objets retrouvés à côté de lui. Les archéologues ont exhumé un sac contenant un outil qui servait au travail du bois à l'époque romaine, ainsi que les restes d'une épée avec une poignée en ivoire. L'homme avait aussi 14 pièces d'or et d'argent, signe qu'il était riche. À côté de lui,
se trouvaient les restes calcinés d'une barque retournée. Qui était cet homme? Et que faisait-il sur cette plage le jour de l'éruption? Un détail attire l'attention de Luigi. Ça peut être très intéressant d'observer cette partie de l'os au microscope. On voit un mélange très étrange, une compénétration totale du métal et de l'os. Le microscope révèle qu'un morceau de métal a fusionné avec le bassin de l'homme. Pour comprendre ce qui s'est passé, Luigi se penche sur les objets présents près du corps. Ces deux épées ont été trouvées près de l'homme. Selon moi, c'est sans doute un morceau de métal venant de cet objet qui a fusionné avec l'os. Luigi pense que la chaleur engendrée par l'éruption volcanique a fait fondre le métal de l'épée sur la hanche de l'homme. Ce détail est un indice sur son identité. D'après les traces archéologiques, comme l'épée, et les preuves physiques, comme les blessures antérieures, on peut conclure que cet homme était un soldat. La poignée en ivoire de l'épée et la ceinture sophistiquée suggèrent que ce n'était pas un simple soldat, mais sans doute un haut gradé de la garde prétorienne. Ce corps d'élite était chargé de la protection de l'empereur. Seuls les meilleurs soldats qui avaient fait leur preuve au combat pouvaient intégrer la garde prétorienne. Ces hommes n'étaient pas seulement aguerris et compétents. Ils étaient aussi spécialisés comme les Faber Navalis, les ingénieurs de la marine. Ils servaient dans l'armée moins longtemps que les soldats ordinaires. Mais ils étaient payés au moins 3 fois plus. On n'a pas la trace d'une base militaire à Herculanum. La plus proche se trouvait à Misène, de l'autre côté de la baie. Cet ingénieur naval faisait peut-être partie d'une mission de sauvetage. Sa présence pourrait étayer le récit de Pline le Jeune. L'analyse de la barque retrouvée à côté de lui devrait faire avancer l'enquête. À l'est d'Herculanum, le volcanologue Giuseppe Mastro Lorenzo escalade un versant du Vésuve. Il cherche des indices sur l'enchaînement des événements lors de l'éruption volcanique de 79 après Jésus-Christ. Très bien, je vois le point chaud. Le Vésuve est à 8 km d'Herculanum. Et il est toujours actif. Les visiteurs n'ont pas le droit d'aller plus loin que le bord du cratère. Mais comme Giuseppe étudie le volcan depuis plus de 30 ans, il peut descendre à l'intérieur. Ici, il y a une station de mesure pour surveiller le CO2 émis par le sous-sol. Des instruments de mesure sont répartis sur tout le cratère pour détecter le moindre réchauffement du volcan. Sous nos pieds, il y a une immense chambre de magma. Et on doit repérer le moindre changement qui pourrait être significatif. À l'aide d'un thermomètre numérique, Giuseppe mesure la température en surface. Elle est relativement basse. Dans cette zone, elle est inférieure à 30 degrés, ce qui est normal en cette saison. Rien n'a changé. Vous ne risquez rien aujourd'hui. Comme les conditions sont favorables,
Giuseppe peut poursuivre son enquête au bord du cratère. En 79 après Jésus-Christ, toute cette zone était différente. Ce cratère n'était pas là. Il s'est formé par la suite, mais l'éruption a commencé quelque part ici. Au cours de l'éruption, environ 12 millions de tonnes de cendres et de roches volcaniques ont été propulsées dans l'atmosphère chaque minute. Pendant cette phase, la première colonne éruptive s'est formée. C'était un panache de plus en plus grand, contenant du gaz et des particules. Il a atteint une hauteur d'environ 35 km, soit 3 fois plus haut qu'un avion de ligne. Cette immense colonne de cendres concorde avec la description de Pline le Jeune, qui parle d'un étrange nuage surgissant de la montagne. Sur place, Giuseppe trouve les traces de ce qui attendait ensuite les cités alentours. Ces cailloux sont de la même taille que les pierres ponces tombées sur Pompéi. Le vent a emporté les particules vers l'est, c'est-à-dire vers Pompéi. Et il y a eu des retombées pendant des heures. Des heures et des heures. Les analyses des dépôts de pierres ponces et de cendres ont révélé que le vent de nord-ouest avait poussé le nuage de débris loin d'Herculanum et vers Pompéi. La cendre et la roche brûlante sont tombées sur Pompéi, ce qui a détruit les toitures et tué les habitants réfugiés chez eux. Herculanum, situé à l'ouest du volcan, et ses quelques 4000 habitants ont, dans un premier temps, été épargnés par les retombées. Les gens d'Herculanum ont observé cette colonne géante. Ils devaient être terrifiés. Le vent de nord-ouest a donné aux habitants d'Herculanum le temps de s'enfuir. Et à Pline l'Ancien, celui de lancer une mission de sauvetage. Pour comprendre ce qui est arrivé ensuite à Herculanum et à ceux qui y étaient encore, Giuseppe doit en savoir plus sur les couches de débris volcaniques qui ont recouvert la cité. Au large de l'ancienne cité de Misène, Jasmine Elmer poursuit ses recherches pour corroborer le récit de Pline le Jeune, qui a relaté la mission lancée par son oncle. Pline l'Ancien a ordonné à des quadrirèmes, des galères militaires, de traverser la baie de Naples sous son commandement. La flotte de Pline l'Ancien est partie de Misène et s'est dirigée vers la base du Vésuve. S'il y avait des navires sous ses ordres, il devait y avoir un port dans les environs. C'est justement ce que Jasmine veut savoir. En longeant la côte, elle repère un vestige intéressant. Là-bas, on voit une pile qui dépasse de la mer. C'est vraiment incroyable d'en avoir encore une. À l'époque, les piles avaient plusieurs fonctions. Notamment, elles délimitaient le port et fournissaient une protection contre les vagues de la baie de Naples. La partie supérieure de la structure est moderne, mais sa base est typiquement romaine. Grâce à l'imagerie satellite, on voit que les vestiges d'autres piles reposent sous la surface. Elles sont tout ce qu'il reste de 2 digues datant de l'Antiquité, qui marquaient l'entrée d'un grand port militaire où était postée une unité de la garde prétorienne. Quand on voit sa taille, on se fait une bonne idée de l'importance de ce port. Ça conforte l'idée que Pline avait environ 6000 hommes sous ses ordres. Les traces de ce port romain rendent crédible le récit de Pline le Jeune sur le début de l'éruption. Pline l'Ancien a pu partir en bateau de Misène. Pour avoir plus de preuves, Jasmine veut reconstituer la trajectoire de la flotte dans la baie en direction d'Herculanum. Il faut imaginer le chaos auquel Pline l'Ancien a été confronté quand il a lancé sa mission de sauvetage pour aller chercher des gens au pied du Vésuve.
À Herculanum, Andrew Wallace-Adrill étudie les vestiges d'un bateau en bois découvert près du garde prétorien sur la plage. Il veut savoir s'il faisait partie de la flotte de Pline l'Ancien. Nous sommes face à un bateau extraordinaire. À Herculanum, il reste du bois. Il a été préservé. Et ce bateau est le seul qu'on ait retrouvé à Pompéi et Herculanum. La coque fragile est posée dans une armature en métal qui respecte sa forme d'origine. Si on regarde de près, on voit qu'il n'y a pas de place pour un mât. Ça nous dit qu'il y avait des rames. Et cette barque est plutôt grande. Certains pensent qu'il s'agit d'un bateau de pêche. Mais il peut accueillir au moins 8 personnes, et pour Andrew, sa taille est révélatrice. Si l'amiral Pline a dit « Allons sauver les gens d'Herculanum », il serait logique de prendre un bateau de cette taille. J'aime penser que cette barque a fait partie de la mission de sauvetage. La découverte du squelette d'un garde prétorien, à côté de cette grande barque, tend à prouver que Pline a lancé une mission de sauvetage, comme l'a raconté son neveu. Cet homme est arrivé sur la plage, mais il n'a pas survécu. Il a été tué par une chaleur si intense qu'elle a fait fondre son épée et a fusionné le métal à sa hanche. Pour comprendre ce qui s'est passé, l'équipe doit trouver d'autres preuves. Pier Paolo Petrone a consacré presque toute sa carrière à l'étude des ossements trouvés à Herculanum. Pour moi, l'aventure de la collecte, de l'analyse et de l'exhumation des restes des victimes a commencé en 1995. Il veut réunir un maximum d'informations sur le sort des victimes. À Herculanum, il y a encore beaucoup à découvrir. En bordure du site archéologique, sur ce qui était autrefois la plage de la cité, des ingénieurs ont fait une découverte étonnante en construisant un mur. Pier Paolo a été immédiatement appelé sur les lieux et il a constaté qu'un squelette était enterré dans les débris volcaniques, près de l'endroit où reposait le garde prétorien. Cette découverte a été une grande nouveauté. Ça faisait des années qu'il y avait des travaux sur cette plage. C'est le premier nouveau corps retrouvé à Herculanum depuis plus de 20 ans. Pier Paolo utilise un jet d'eau à basse pression pour éliminer délicatement les débris et révéler les ossements. Le directeur du site est venu pour superviser l'exhumation du corps. D'après la première étude anthropologique, nous savons que c'était un homme de 40 à 45 ans. Nous allons faire des analyses génétiques parce que nous savons que l'ADN de ces victimes peut nous apporter des informations. L'équipe dégage peu à peu le corps, mais aussi des poutres en bois tombées dessus. À côté et sur le corps de la victime, on a trouvé de très grosses planches en bois. L'une d'elles recouvrait le corps. Il devait y avoir des maisons tout autour. Ces poutres sont la trace d'une catastrophe majeure et soudaine, assez violente pour faire s'envoler les toits des maisons jusqu'à la plage. La position de celle qui couvre le corps pourrait révéler la cause du décès. Il est probable qu'il y ait d'autres squelettes sous ce mur. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur celui-ci, qui nous donnera forcément de nombreuses informations. L'équipe utilise un petit scanner 3D pour relever la position du squelette sur le site, avant de le transférer au laboratoire. Nous allons tout reconstituer grâce au scan en 3D du corps et de ce qui était autour. Et ensuite, nous allons tout décortiquer.
Cette nouvelle découverte pourrait fournir des indices sur les derniers instants d'Herculanum. L'emplacement de la victime sur la plage permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et cet homme n'était pas le seul au bord de l'eau. Dans les années 1980, des archéologues exploraient des arches antiques près de la cité quand ils ont découvert 300 squelettes. Devant l'une des arches, il y avait une femme avec ses bijoux, dont des bagues précieuses. Contre un mur, une jeune fille, avec près d'elle des ossements minuscules. Elle était enceinte de 7 mois. Il y a 2000 ans, ces arches menaient à des hangars à bateaux. L'enquête sur ces victimes permettra sans doute de reconstituer l'enchaînement des faits. Moins d'une cinquantaine de corps ont été retrouvés à Herculanum, preuve que la majeure partie de la population a pris la fuite quand Pompéi a commencé à être bombardée par la roche volcanique. Notre question est donc, pourquoi tous ces gens se trouvaient-ils là? La taille et la solidité des hangars apportent une réponse. 17 ans avant l'éruption de l'an 79, il y avait eu un séisme majeur qui avait fait de gros dégâts à Herculanum. Donc les habitants connaissaient les tremblements de terre et ils ont sans doute voulu se réfugier dans les hangars parce qu'ils savaient qu'ils y seraient à l'abri en cas de séisme. Il y a souvent des secousses sismiques avant les éruptions volcaniques. En 79, ceux qui n'ont pas voulu fuir la ville ont dû penser que les hangars seraient des abris sûrs, sans savoir que cette fois, cela ne suffirait pas. La position des squelettes est révélatrice. La preuve la plus importante, qui m'a tout de suite frappé, c'est la posture des corps. Ça n'a rien à voir avec Pompéi, où les gens avaient une position de défense. Ici, à Herculanum, les squelettes sont parfaitement conservés, mais on ne voit aucune trace d'une réaction consciente. Les dépouilles des habitants d'Herculanum ne sont pas tordues de douleur, comme celles de Pompéi. Leurs derniers instants ont sans doute été très différents. L'analyse des ossements pourrait en dire plus sur les suites de l'éruption volcanique. Dans la baie de Naples, Jasmine Elmer refait la traversée présumée de Pline l'Ancien, du port antique de Misène jusqu'au Vésuve. Nous allons traverser la baie de Naples, comme Pline l'Ancien l'aurait fait avec sa flotte, pour venir en aide aux gens réfugiés au pied du Vésuve. Selon les récits de l'époque, les bateaux se sont dirigés vers Herculanum, dans la zone de danger, tandis que Pline l'Ancien observait l'éruption. En approchant du volcan, il a constaté que des rochers gigantesques expulsés par le volcan couvraient la rive et l'empêchaient d'accoster. Ils ont donc décidé de mettre cap au sud, vers Stabie, où il a été accueilli par un ami nommé Pomponien. Il prévoyait de rejoindre le volcan le lendemain matin. Jasmine atteint la rive de Castellammare di Stabia, où se trouvait la cité antique de Stabie. Après une tentative avortée d'accoster à Herculanum, Pline l'Ancien est arrivé ici, à Stabie, où les conditions étaient bien plus favorables. Il a réconforté son ami, Pomponien, qui était terrifié par ce qui se passait. À ce moment-là, il est possible que les gens réfugiés au pied du Vésuve aient encore eu une chance de survie. Jusque-là, le récit de Pline le Jeune est crédible. On pouvait encore sauver les habitants d'Herculanum. Les gardes prétoriens ont pu traverser les débris volcaniques et atteindre la rive. Mais les roches volcaniques s'abattaient sur le sol de plus en plus violemment, et la situation devenait critique.
Dans son laboratoire napolitain, Pier Paolo Petrone examine les corps retrouvés dans les hangars à bateaux à Herculanum. Voilà le crâne d'un homme adulte découvert dans la chambre numéro 10, où il y avait entre 30 et 40 victimes. Les fragments du crâne présentent des traces inhabituelles. La carbonisation interne et externe du crâne est très intéressante. On voit clairement que les bords sont carbonisés et les fractures très nettes. Ces caractéristiques montrent que le crâne n'a pas été brisé par une force externe, comme la chute d'une pierre ou l'effondrement d'un toit. Pour Pier Paolo, il n'y a qu'une seule explication. On voit clairement que ce crâne a explosé. Le cerveau à l'intérieur est entré en ébullition, ce qui a fait augmenter la pression intracrânienne et provoquer une hémorragie mortelle instantanée. Cette mort particulièrement violente n'est pas la seule conclusion du chercheur. L'analyse de la mâchoire révèle aussi une étrange décoloration des os. L'autre détail intéressant, ce sont ces incrustations rouges sur la mandibule. Ces résidus minéraux montrent la présence de grandes quantités d'oxyde de fer. Ça prouve qu'il y a eu une évaporation des tissus et des fluides du corps. Une seule chose peut provoquer l'explosion d'un crâne et l'évaporation du sang. C'est ce qu'on voit en cas de très forte température, sans doute autour de 500 degrés. Une chaleur si intense pourrait expliquer la posture des victimes d'Herculanum et le squelette du garde prétorien avec son épée fusionnée à la hanche. À Pompéi, les tissus des corps sont intacts et on les retrouve dans des postures qui donnent l'impression qu'ils se sont protégés. En réalité, c'est une déformation post-mortem due au rétrécissement et à la déshydratation de la musculature. On n'a pas ça à Herculanum, parce que les tissus se sont évaporés très vite. Ensuite, les corps n'ont pas bougé. L'enquête de Pier Paolo montre que les réfugiés des hangars et le soldat sur la plage n'ont pas été écrasés par des chutes de débris volcaniques, puis recouverts de cendres, comme la plupart des habitants de Pompéi. Leur mort a été rapide et provoquée par une chaleur extrême qui a totalement dissous leur chair. Comment expliquer une telle température à Herculanum et pas à Pompéi? Pour trouver la réponse, Pier Paolo se penche sur un autre fragment du crâne. C'est la découverte la plus importante de ma carrière. À Herculanum, Andrew Wallace-Adrill enquête sur un bâtiment extrêmement bien préservé en centre-ville. Cet édifice est incroyable. Les archéologues y ont fait une découverte exceptionnelle. Ici, il y a une petite pièce. Ça a été une des plus grosses surprises de ces fouilles. Parce qu'en général, on ne trouve pas de squelette à Herculanum. Mais là, il y en avait un. Très peu de corps ont été retrouvés dans la cité, à part ceux des hangars à bateaux. Sur celui de l'homme qui était ici, les chairs ont été vaporisées par la chaleur, comme les autres. Aujourd'hui, son squelette est protégé des éléments par du plastique. On remarque tout de suite qu'il était dans un vrai lit. On voit encore le cadre en bois. Nous sommes donc dans une chambre. Mais pourquoi était-il encore là? Alors qu'il y avait une énorme éruption dehors. Pourquoi n'a-t-il pas fui comme les autres? Andrew explore le reste du bâtiment, qui livre des indices sur l'identité de l'homme et les raisons de sa présence. C'est toujours formidable pour nous d'avoir une inscription qui nous donne une piste. Ici, ça commence par dire « consacré à Auguste ». Et puis, il y a une précision très intéressante concernant l'inauguration de l'édifice. Kenam Dederunt. Ils ont donné un dîner. Mais pour qui?
Et voilà l'élément clé, Decurionibus et Augustalibus, pour les décurions et les augustales. C'étaient les deux groupes les plus importants en ville. Ça devait être le collège des augustales. Le collège des Augustales était le siège d'un culte voué aux empereurs décédés, une pratique très importante dans la culture romaine antique. Cela peut expliquer la présence d'une victime encore dans son lit. On a un bâtiment public de premier plan en plein centre-ville. Il était important de veiller sur lui. Et c'est pour ça qu'on avait un gardien en permanence, qui dormait sur place. En tant que gardien, l'homme a pu avoir l'interdiction de quitter son poste, même en cas d'urgence. Peut-être qu'on lui a dit « tu restes là ». Le Vésuve est en éruption, mais tu restes là. Oui, chef. En examinant la dépouille du gardien, les archéologues ont découvert d'étranges fragments noirs autour de son crâne. Pier Paolo Petrone faisait partie de l'équipe et il les a rapportés dans son laboratoire. Je nettoyais le crâne qui était entièrement recouvert de cendres quand j'ai remarqué un petit fragment en verre qui brillait et je me suis demandé ce que c'était. Un microscope très particulier lui a permis d'en savoir plus. Bonjour Alessia. Bonjour Pier Paolo. Grâce à un stéréomicroscope puissant, il a pu observer la surface de ces fragments. Au microscope, on voit bien la structure de cette matière vitreuse. Son analyse biochimique a montré que certaines protéines étaient parfaitement préservées à l'intérieur. Ce sont les protéines qu'on trouve dans les tissus cérébraux. Ça confirme que c'est un cerveau vitrifié. Cette matière est bel et bien le cerveau du gardien. L'analyse biochimique et microscopique révèle que le cerveau s'est transformé en verre. Preuve qu'un phénomène exceptionnel a frappé la cité. C'est une découverte capitale, parce qu'elle nous apprend qu'au début de l'éruption, il y a eu une chute des températures extrêmement rapide à Herculanum. C'est la seule chose qui peut provoquer une vitrification. Le gardien du collège des Augustales a été tué par une chaleur extrême, qui a vaporisé sa chair et fait fondre son cerveau. Ensuite, un refroidissement brutal a transformé son cerveau fondu en verre. L'analyse des débris volcaniques à Herculanum pourrait expliquer ce qui a causé ces températures extrêmes. À une quinzaine de kilomètres au sud d'Herculanum, à Castellammare di Stabia, Jasmine Elmer poursuit son enquête sur le récit de Pline le Jeune. Selon ses lettres, son oncle s'est réfugié le long de cette côte pour la nuit. Dans son sommeil, la situation s'est vraiment aggravée sur le Vésuve. Pline écrit qu'il y a des cinérées, c'est-à-dire des cendres, mixtisque pumicibus, mélangées avec des pierres ponces, et des vastisque tremoribus, donc il y avait maintenant de très fortes secousses. On entrait dans la phase la plus violente de l'éruption. Craignant pour leur vie, Pline l'Ancien et ses amis ont fui Stabie en se protégeant la tête avec des oreillers, car ils étaient bombardés par les chutes de pierres et de cendres. Ils se sont précipités vers la rive pour reprendre leur bateau. Mais la mer était trop agitée pour naviguer. Selon Pline le Jeune, son oncle a fini par se résoudre à l'inévitable. Il s'est allongé sur une voile, posé sur le sable, et a attendu la mort. Ces lettres racontent une histoire poignante. On nous dit juste « corpus inventum ». Son corps a été retrouvé le lendemain sur la plage. Aujourd'hui, on sait que les volcans dégagent des dioxydes de soufre et de carbone, dont l'inhalation est toxique. C'est sans doute ce qui a tué Pline l'Ancien sur la plage.
D'après les constatations de Jasmine, le récit de son neveu est crédible. En tant que témoignage littéraire, ces lettres sont exceptionnelles. Le récit est très précis et concorde avec les traces archéologiques. On apprend ce qui est arrivé à ces gens avec une foule de détails frappants. À Herculanum, Giuseppe Mastrolorenzo se dirige vers la périphérie du site, vers un tunnel enseveli sous les débris volcaniques solidifiés, ce qu'on appelle le tuf volcanique. Nous sommes à l'intérieur du tuf. Il cherche des traces du phénomène meurtrier qui a frappé la cité. Justement, il repère un détail révélateur dans le tuf. Ici, vous voyez qu'il y a du bois carbonisé. Ça montre qu'il n'y avait pas d'air, pas d'oxygène. Tout l'oxygène de l'air a été consumé. Si bien que les objets en bois n'ont pas pu brûler, ils ont été carbonisés. Cela explique l'état de conservation des structures en bois, comme le lit ou le panneau. Giuseppe poursuit ses observations à l'extérieur. Ici, il y a des carreaux et des briques qui ont été soulevés et emportés dans un immense nuage à très haute température. C'est la coulée pyroclastique. La coulée pyroclastique est ce qui a détruit Herculanum. La cité a été recouverte par une immense nappe de gaz et de cendres brûlants qui a déferlé sur les pentes du volcan. Il était impossible d'en réchapper. Vers midi, le Vésuve est entré en éruption, crachant de la cendre, de la roche et des gaz toxiques à une trentaine de kilomètres dans l'atmosphère. Le lendemain, le nuage de gaz et de cendres est retombé brutalement et a dévalé les pentes du volcan. Cette coulée à plus de 500 degrés a atteint Herculanum en moins de 5 minutes. Et les personnes encore présentes ont péri instantanément par vaporisation de leur chair. Après plusieurs vagues pyroclastiques, la cité s'est retrouvée engloutie sous 25 mètres de débris. C'est une destruction absolument atroce. Mais cette catastrophe qui les a frappés est une aubaine pour nous. Parce que ce type de destruction préserve des traces très intéressantes de la vie de l'époque. Les derniers instants d'Herculanum sont peu à peu reconstitués. Les vestiges trouvés et décryptés par les archéologues révèlent que des centaines d'habitants se sont réfugiés sur la plage, où des soldats ont tenté une mission de sauvetage. L'état des ossements montre que la chaleur a été extrême et ne leur a laissé aucune chance. Les objets en bois, miraculeusement préservés, témoignent de la présence d'une coulée pyroclastique qui a figé la cité dans le temps. Les experts n'ont pas fini d'explorer ce trésor de l'Antiquité, et leur découverte éclaire de mieux en mieux l'une des éruptions les plus meurtrières de l'histoire.